Alors, bonsoir chers téléspectateurs et merci de vous joindre à nous pour votre émission Zoom sur. Alors la Mauritanie, je vous le disais tout à l'heure, a célébré aujourd'hui la journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes. Cette année, cette célébration a eu lieu après le lancement de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic d'immigrants. Un acte concret pour garantir les droits de l'homme et abolir ce genre de pratiques. Pour nous édifier davantage sur ce sujet et les avancées réalisées dans la lutte contre les pratiques esclavagistes et l'émission de cette nouvelle instance, nous recevons ce soir sur notre plateau de Zoom sur M. Cheikh Tourad Abdel Malik, qui est le directeur de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic d'immigrants. Bonsoir messieurs. Avant de continuer, je vous invite à suivre d'abord ce reportage de Bokar Bailaba qui revient sous les temps forts. La cérémonie a fait l'objet de la présentation de la loi 031-2015 qui criminalise l'esclavage et punit les pratiques esclavagistes. De même que l'autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes et l'esclavage dans le contexte du droit international. Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la rencontre, le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rassoul Khal, a déclaré que la promulgation par la Mauritanie de la loi 031-2015, criminalisant l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, constitue un tournant décisif et un changement radical dans la manière de traitement des questions liées à ces pratiques. Et cela constitue aussi un engagement ferme pour éliminer toutes les formes d'exploitation. Rassoul Khal a indiqué que le secteur œuvre à la promotion de la culture des droits de l'homme, en coordination avec les partenaires, conformément aux engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Le commissaire a appelé les organisations de la société civile et tous ceux qui s'intéressent aux droits de l'homme à s'engager dans l'effort national visant à combattre et éliminer les pratiques esclavagistes, en travaillant en conformité avec les dispositions de l'arsenal juridique national et les accords internationaux en la matière. Pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, notre pays a déployé d'importants efforts dans la lutte contre toutes les formes de pratiques esclavagistes. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies constate avec satisfaction des avancées récentes relatives à la mise en œuvre de la loi 2015 à travers les différentes condamnations pour apologie d'esclavage et pratiques esclavagistes par les cours spécialisés. Ces cas ont fait l'objet d'un suivi du Commissariat aux droits de l'homme, de la Commission nationale des droits de l'homme et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce suivi a permis de formuler des propositions en vue d'améliorer l'efficacité de ces juridictions. En effet, l'engagement de la Mauritanie doit permettre l'éradication de l'esclavage et des pratiques esclavagistes. Cette éradication nécessite un engagement des agents de la chaîne pénale à arrêter et à punir effectivement tous les auteurs de ces crimes, conformément à la loi 2015 contre l'esclavage, à la loi 2020 relative à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à la circulaire numéro 104 du 26 novembre 2021. Pour rappel, l'État s'est employé à renforcer l'arsenal juridique national par la loi 2020-017 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à la protection des victimes. Cela s'est traduit par la création d'une instance nationale au sein du secteur concerné par la lutte contre la traite des êtres humains, leur protection et leur prise en charge. Alors, nous remercions Bokar Bailaba pour ce résumé, pour ce reportage. Bonsoir Monsieur Cheikh Tourad. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Merci. Alors dites-nous, parlez-nous de cette instance que vous dirigez. Bon, écoutez, tout d'abord, permettez-moi de remercier le Wataniya pour cette opportunité et par la même occasion, féliciter le peuple mauritanien, le gouvernement, mais aussi les militants et les militants des droits de l'homme pour la commémoration de cette journée qui, de mon point de vue, est une journée très importante et qui est célébrée cette année, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sous le thème de la lutte contre les pratiques esclavagistes et l'affaire de tous. Donc je tiens d'abord à vous remercier de cette opportunité, à féliciter à la fois, comme je l'ai dit, le peuple mauritanien, le gouvernement, mais aussi
les militants et militants des droits de l'homme pour la célébration de cette journée de portée nationale qui est très importante parce qu'elle est consacrée à la lutte contre les pratiques esclavagistes. S'agissant de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, je dirais qu'il s'agit d'une institution nouvellement créée. C'est une institution qui a été créée conformément à l'article 52 de la loi 2020-017, qui est donc une loi relative à la prévention et la répression de la traite des personnes, mais aussi à la protection des victimes. Donc c'est cet article 52 de la loi 2020-017 qui a permis la mise en place de cette institution, qui est régie par un décret du Premier ministre, le décret 102 2022, du 5 juillet 2022. C'est un décret donc qui régit le fonctionnement et l'organisation de cette nouvelle instance. Cette instance est rattachée au commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et à la société civile, et elle est dotée d'une autonomie à la fois administrative et financière pour son fonctionnement. Sa mission première, sa mission principale consiste à élaborer et à mettre en œuvre l'ensemble des stratégies et des programmes du gouvernement en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. C'est ça, en réalité, l'instance du point de vue institutionnel et du point de vue organisationnel. Parlez-nous de l'arsenal, vous parlez tout à l'heure de l'arsenal juridique mauritanien, des lois qui ont été promulguées. Est-ce que ces lois et tout cet arsenal est assez solide aujourd'hui pour protéger les personnes qui ont été victimes justement ou qui sont victimes toujours de ces pratiques? Il faut dire que la Mauritanie, comme cela a été rappelé tout à l'heure dans le reportage, la Mauritanie a enregistré un certain nombre de progrès en matière normative, si vous voulez, en matière de législation. Et dans ce cadre, il y a lieu de citer bien sûr la loi 2015-031, qui est donc une loi incriminant l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. Mais il faut dire avant cette loi que la constitution mauritanienne, la constitution de 1991 modifiée, considère l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité. Donc l'esclavage est un déni des droits de l'homme et l'esclavage est sévèrement combattu par la législation nationale, notamment la loi 2015-031 à laquelle je viens de référence, mais aussi la loi de 2020-017 qui est donc relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes. Il faut dire que la Mauritanie a aussi enregistré sur le plan institutionnel un certain nombre de progrès importants, notamment, comme cela a été rappelé, la création de 3 tribunaux spéciaux contre l'esclavage, qui sont basés à Néma, à Nouadhibou et au niveau de la wilaya de Nouakchott. Ce sont des tribunaux spécialement dédiés à la lutte contre l'esclavage. Comme cela a été rappelé tout à l'heure par le représentant du Haut-Commissariat, l'avancée notoire qui a été enregistrée depuis 2020, c'est surtout l'application de la loi. C'est-à-dire que désormais en Mauritanie, il existe une jurisprudence condamnant les auteurs du crime d'esclavage, ce qui est un pas très important parce que les lois elles sont faites pour être appliquées. Et donc nous nous réjouissons du fait que les tribunaux, que les juridictions nationales aient appliqué les lois anti-esclavagistes en Mauritanie. Il faut dire aussi que la création de l'instance a été saluée par les différents partenaires, à la fois les partenaires bilatéraux et les partenaires multilatéraux, qui ont félicité donc le gouvernement pour la création de cette nouvelle instance, qui pour l'occasion est une institution dotée de moyens conséquents, d'un budget conséquent pour justement apporter l'appui qu'il faut, l'appui nécessaire à l'accompagnement aux victimes, à la fois les victimes de l'esclavage, mais aussi les victimes des autres formes de la traite des personnes, notamment les victimes du travail forcé, les victimes de la mendicité forcée, mais aussi les migrants qui sont objets de trafic, qui viennent chez nous pour aller ailleurs ou qui restent chez nous. Et donc l'instance a été créée justement pour mettre en œuvre la politique du gouvernement, les orientations de son Excellence Président de la République en matière de lutte contre tous ces crimes. Vous le savez, ces crimes, notamment les crimes liés à la traite des personnes, sont des crimes transfrontaliers, c'est-à-dire qui dépassent les frontières, et donc ce sont des crimes qui demandent à la fois un arsenal juridique très solide, mais aussi et surtout une application effective de la loi et une coopération aussi avec l'ensemble des pays limitrophes pour combattre, si vous voulez, ces crimes très dangereux qui constituent un déni des droits de l'homme. Quand nous parlons de crimes très dangereux, mais quand est-ce que vraiment on est devant un cas où on peut dire ce cas-là, c'est vraiment de l'esclavage, des pratiques esclavagistes ou du trafic plutôt des migrants ou de leur maltraitance?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, nous disposons, si vous voulez, d'un certain nombre d'indicateurs qui peuvent permettre non seulement à la société civile, parce que comme vous le savez, la société civile joue un rôle central dans la lutte contre l'esclavage, mais aussi les autres formes de la traite des personnes. Donc il existe un certain nombre de critères d'identification qui peuvent permettre de savoir est-ce que la personne est oui ou non victime. Maintenant, pour ce qui est de l'esclavage, comme vous le savez, l'esclavage est par définition l'exercice des attributs de la propriété sur un individu. Et donc si, par exemple, ces attributs, ces situations existent, il s'agit de cas d'esclavage. Si maintenant il s'agit par exemple de travail forcé ou d'exploitation à des fins de prostitution, à des fins de mendicité, etc., il s'agit de traite. Et donc dans les deux cas, on applique la loi selon le cas. Quand il s'agit par exemple d'un cas d'esclavage, c'est la loi 2015-031 qui s'applique. Quand il s'agit d'un cas de traite de la personne, c'est la loi 2020-017. Et en quoi consiste cette loi de 2015 ? Comment? En quoi consiste cette loi de 2015 ? La loi de 2015, c'est une loi qui incrimine l'esclavage et qui récrimine les pratiques esclavagistes. C'est-à-dire que c'est une loi axée essentiellement sur des peines très, très lourdes qui vont jusqu'à 20 années d'emprisonnement ferme pour ce qui est des cas d'esclavage. Maintenant, pour ce qui est des cas de la traite, le dernier cas qui a été jugé par une juridiction a été celui de Zouerat la semaine passée. Et il a été jugé conformément à la loi 2020-017 qui donc a permis de condamner l'auteur de ces crimes à 10 années de prison ferme, mais aussi à une amende de 500 000 ouguiya, ainsi qu'à une indemnisation, si vous voulez, à droit à une réparation de 10 millions d'ouguiya. Donc c'est pour dire un peu que l'arsenal juridique est là et que les progrès notoires réalisés récemment, ce sont surtout par rapport à l'application de la loi. Vous avez beau avoir des pays qui ont des belles lois, qui ont des lois très bien outillées, mais qui n'appliquent pas ces lois. Et donc nous, en Mauritanie, depuis 2020, depuis l'avènement de son Excellence le Président de la République, il y a une réelle volonté politique de combattre ces différents crimes, qui sont des crimes, comme vous le savez, relatifs à l'exploitation de l'homme par l'homme. Vous parlez tout à l'heure de l'exploitation, justement, vous parlez aussi de l'application des lois. Justement, est-ce qu'ici en Mauritanie, à l'intérieur du pays, dans les confins des contrées, est-ce que justement les autorités sécuritaires qui sont sur place sont vraiment outillées à faire face à ce genre de cas? Est-ce qu'ils sont assez sensibilisés à reconnaître des cas de traite et aussi des cas d'esclavagisme ou des cas de pratiques esclavagistes? Bon, vous savez, les lois anti-esclavagistes, elles obligent à la fois les autorités judiciaires et sécuritaires de traiter de manière rigoureuse tous les cas portés à leur connaissance. Ils sont même passibles de peine au cas où ils refusent si vous voulez, de participer, de coopérer quand il y a un cas qui est présenté par une organisation, par exemple. Et donc, la seule limite qui existe dans mon point de vue, c'est qu'il y a une nécessité de mener des campagnes de sensibilisation au niveau de l'intérieur du pays, afin d'abord que les populations puissent savoir de quoi il s'agit. Vous savez, la plupart de nos populations ne savent pas, par exemple, qu'il y a des crimes liés à la traite des personnes, qu'il ne faut pas faire travailler un enfant mineur, que quand on fait travailler quelqu'un, on doit lui donner ses droits, on doit les énumérer. Et, par exemple aussi le phénomène de la mendicité forcée. Beaucoup de gens font envoyer des enfants à longueur de journée commander, faire de la mendicité, alors que cela est interdit par la loi. Il s'agit d'une forme de traite. Et donc je crois que l'instance aura l'occasion de sensibiliser, de mener des campagnes, de fortes campagnes de sensibilisation, mais aussi d'utiliser les autres outils de communication pour que les populations déjà savent la réalité, soient sensibilisées sur ces crimes, qui sont des crimes très dangereux et pour lesquels les peines aussi sont très importantes. Parce que malgré que le fait de la mendicité forcée, mais on voit quand même des enfants à longueur de journée traîner un petit peu partout dans la ville. Oui, nous avons l'intention sur ce plan de mettre en place un programme de lutte contre la mendicité forcée avec nos partenaires. Vous savez que ces enfants qu'on appelle les enfants talibés, mais il y a aussi d'autres enfants qui ne sont pas que talibés. Il y a des enfants qui sont
de nationalité étrangère, par exemple des réfugiés, etc., qui mendient à longueur de journée. Donc nous sommes en train de réfléchir avec nos partenaires pour voir comment reconvertir un peu, si vous voulez, cette fonction de mendiant, surtout en ce qui concerne les enfants mineurs. On ne peut pas priver un enfant d'aller à l'école pour le mettre à la disposition de la rue afin de pouvoir le soir rentrer avec de l'argent. Ceci n'est pas accepté. Donc au niveau de l'instance, nous avons l'intention avec le partenaire de réfléchir un peu sur des projets, des programmes de reconversion de la fonction d'enfants mendiants. Entre autres sujets. Oui. Parlons également de l'implication peut-être de la société civile et de vos autres partenaires un petit peu dans cette instance et dans tout ce qui concerne les droits de l'homme en Mauritanie. Oui, bien sûr, l'action de la société civile est centrale. Est-ce qu'il y a déjà des organisations, des associations un petit peu qui luttent contre ça? Oui, bien sûr. En Mauritanie, il existe pas mal d'associations qui luttent contre l'esclavage. Et vous savez que les associations qui luttent contre l'esclavage ont la possibilité, conformément à la loi, de pouvoir se constituer partie civile dans les affaires d'esclavage devant les tribunaux, ce qui est déjà une avancée importante. Mais il faut dire aussi qu'il y a d'autres ONG, d'autres associations, à la fois nationales et internationales, qui sont en Mauritanie et qui sont des partenaires avec nous, qui sont partenaires à l'instance, si vous voulez, dans sa mission et dans son programme qui sera mis en œuvre au cours de l'année 2023. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons un plan d'action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2023-2025 qui sera bientôt mis en œuvre en partenariat avec la société civile, mais aussi avec les partenaires internationaux, bilatéraux et multilatéraux. Parlons également de cette journée. Pour revenir un petit peu sur la journée aujourd'hui qu'on a fêté, l'impact de cette journée et aussi les avancées notoires par rapport à cette journée et aussi comment la société civile et vous, déjà, vous voyez cette journée et son importance pour relever un petit peu le défi de cette lutte. Oui, cette journée est très importante parce que d'abord, elle permet, si vous voulez, une mobilisation justement de la société civile qui est un acteur important en matière de lutte contre l'esclavage et différentes formes de la traite des personnes. Donc nous pensons que cette journée, elle a l'avantage de rappeler à tous que l'esclavage est endémique des droits de l'homme, que l'esclavage est la pire forme de traite de la personne et que plus jamais cet esclavage n'est accepté en Mauritanie. C'est un crime contre l'humanité et c'est un crime pour lequel à la fois le gouvernement, ses partenaires, mais aussi la société civile sont là, debout pour le combattre, si vous voulez, ce phénomène qui est un phénomène, comme vous le savez, qui existe dans toute une société humaine. Il n'y a pas de société humaine, même les sociétés les plus démocratiques connaissent l'exploitation de l'homme par l'homme. Et donc nous, en tout cas en Mauritanie, nous célébrons cette journée pour dire non à l'esclavage, pour dire non à la traite des personnes et pour dire non aussi au trafic des migrants. Que ce soit des migrants étrangers ou des migrants de nationalité mauritanienne. Depuis l'instauration justement de cette journée, est-ce que vous avez remarqué des avancées notoires par rapport à justement cette lutte entre esclavagistes, aussi la traite des personnes et aussi la traite des migrants, le trafic des migrants? Est-ce que vous remarquez une certaine avancée sur ce point-là, surtout avec l'organisation de ces journées? Oui, bon, cette commémoration, elle permet, comme je l'ai déjà dit, d'évaluer un peu ce qui a été fait et de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à l'avenir. Donc c'est une journée qui permet à tous les acteurs, notamment le gouvernement, mais aussi la société civile et les partenaires, de faire un état des lieux de la situation en rapport avec le combat mené contre la pratique de l'esclavage et les autres formes de traite. Et ça permet aussi de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour accélérer un peu, si vous voulez, cette dynamique en matière de lutte contre la traite des personnes. En tout cas, au niveau de l'instance, nous sommes déjà prêts pour engager un certain nombre de réformes, un certain nombre d'actions, dont je peux citer par exemple la mise en place très bientôt d'un numéro vert qui va pouvoir permettre à tous ceux ou celles qui veulent prendre contact avec notre instance de pouvoir le faire et de pouvoir dénoncer les cas éventuels d'esclavage, mais aussi les cas de traite et de trafic de migrants. Il faut dire aussi qu'au niveau de l'instance, nous avons un fonds spécial qui est dédié justement à l'assistance aux victimes. Et c'est un fonds qui va bénéficier à la fois aux victimes de manière directe, mais aussi aux ONG de défense des droits des victimes à travers des subventions qui seront accordées à ces ONG, mais seulement les ONG qui prennent en charge bien sûr les victimes.
Donc ce fonds sera l'objet, bien sûr, d'un certain nombre de critères, de conditionnalités, et il va pouvoir profiter à la société civile et surtout aux victimes, afin qu'elles puissent recouvrir leurs droits et afin qu'elles puissent aussi, si vous voulez, au plus vite réintégrer la vie sociale. Vous savez que quelqu'un qui est survivant de l'esclavage, il n'a pas là où aller, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est laissé pour compte, qui a vécu une situation très difficile. Donc le fonds va pouvoir accompagner et assister les victimes. Bon, il faut dire qu'au-delà de ce que le fonds va accorder comme aide financière, il y aura aussi d'autres avantages, notamment tout ce qui concerne par exemple l'état civil. Si une personne victime survivante de l'esclavage n'a pas d'état civil, nous allons donc l'aider afin qu'elle puisse recouvrir ce droit essentiel, parce que vous le savez, sans état civil, point d'autre droit. C'est un peu, si vous voulez, le droit qui permet de pouvoir suivre les autres droits. C'est aussi le cas, par exemple, de la réintégration sociale, c'est-à-dire permettre à quelqu'un de pouvoir gérer une activité génératrice de revenus ou de pouvoir trouver un métier lui permettant de vivre de manière décente. Je crois que l'instance, au-delà de l'appui financier, va donc pouvoir, en partenariat avec d'autres institutions, pouvoir donc accompagner et assister les victimes, à la fois de l'esclavage, de la traite des personnes, mais aussi des migrants qui font objet de trafic. Est-ce que l'instance opérera particulièrement ici, à Nouakchott? Bon, l'instance a commencé déjà à opérer à Nouakchott, mais là aussi la possibilité, bien sûr, d'opérer à l'intérieur du pays. L'instance, conformément à son décret, peut même créer des démembrements, c'est-à-dire peut avoir des points focaux, des représentations au niveau régional et départemental. C'est son décret qui le veut, et donc avec le temps, l'instance va pouvoir décentraliser son action. Elle a déjà fait parce qu'elle vient d'intervenir, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour le cas de l'esclavage qui a été donc l'objet d'un procès à Zouérat, mais aussi l'instance a l'intention bien sûr de pouvoir décentraliser son action et de pouvoir aussi aider la société civile à l'intérieur du pays afin de lutter davantage contre toutes les formes. Parce que je pense notamment à Nodibou pour peut-être le trafic des migrants, oui. Et je pense plutôt à l'intérieur du pays, plus au sud, concernant les pratiques esclavagistes et tout. Donc oui. C'est pour ça que je demande exactement, est-ce que vous êtes un petit peu décentralisé au niveau de partout, un petit peu partout en Mauritanie pour essayer de jongler entre justement ces deux... En tout cas, nous comptons décentraliser. Comme vous l'avez dit, par exemple, vous avez des régions spécifiquement intéressantes pour nous. Vous avez, comme vous l'avez cité, la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, qui est une wilaya connue pour le trafic des migrants. Mais c'est aussi une wilaya où il y a aussi de la traite de personnes, comme d'ailleurs toutes les wilayas. Donc nous avons l'intention, bien sûr, très bientôt de faire un déplacement sur Nouadhibou, mais aussi, comme vous l'avez si bien dit, de voir dans d'autres régions, et notamment aussi au niveau des frontières avec le Mali, par exemple. Vous avez une région comme le Guinée-Maroc, qui nous intéresse beaucoup pour plusieurs raisons, mais aussi d'autres régions, comme le Hod-Charqui et d'autres régions. Est-ce que justement le lancement des activités de l'instance s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements internationaux que la Mauritanie a ratifiés en matière de promotion des droits de l'homme? Oui, bien sûr. La création de l'instance, elle vient en réponse essentiellement aux recommandations d'un rapporteur qu'on appelle le rapporteur des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage. Ce rapporteur a visité la Mauritanie pendant plusieurs années. Il a visité la Mauritanie pour la première fois en 2009, ensuite en 2014, en 2017 et tout récemment en 2022. Et donc l'instance, si vous voulez, la conséquence, si vous voulez, un peu des recommandations de ce rapporteur spécial, mais aussi des autres mécanismes internationaux des droits de l'homme au niveau des Nations Unies, notamment ce qu'on appelle les recommandations des organes de traité, qui sont des comités conventionnels devant lesquels la Mauritanie a présenté beaucoup de rapports, mais aussi d'une procédure qu'on appelle la procédure d'examen périodique universel. En tout cas, l'instance, sa création, est bien sûr la conséquence de la mise en œuvre des recommandations, de la mise en œuvre des engagements souscrits par le gouvernement, bien sûr, en matière des droits de l'homme de façon générale, et en particulier en matière de lutte contre l'esclavage et les formes contemporaines de l'esclavage, c'est-à-dire les différentes formes de la traite des personnes. Parlez-nous un petit peu, vous avez parlé tout à l'heure de votre plan d'action, de votre feuille de route
pouvez revenir un petit peu davantage sur la feuille de route justement de cette instance? La feuille de route de l'instance. Les plans déjà posés, est-ce que vous comptez En fait, mener? nous avons un programme annuel déjà qui a été adopté par notre conseil, qui est le conseil d'orientation et de suivi. Et tout à l'heure, je disais que dans ce programme, il y a un plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. Et il faut rappeler que ce plan d'action a été adopté par le gouvernement en 2020, en mars 2020. Il ne date pas d'aujourd'hui, mais qu'actuellement, nous sommes en train d'évaluer et de réactualiser ce plan d'action afin de pouvoir le rendre en parfaite harmonie avec le contexte actuel. Et donc ce plan d'action, nous allons le mettre en œuvre bien sûr avec nos partenaires, notamment les partenaires internationaux, mais aussi les organisations de la société civile au niveau national. Il faut dire aussi que nous avons l'intention d'élaborer et de mettre en œuvre un autre plan d'action, cette fois-ci de lutte contre le trafic des migrants. Et donc, dans le long terme, dans le moyen et long terme, nous avons aussi l'intention, bien sûr, d'élaborer une stratégie nationale qui va contenir à la fois les questions de la traite des personnes, mais aussi les questions liées au trafic de migrants. Vous savez que la question aussi du trafic de migrants est une question très récurrente. Et d'ailleurs, vous avez même parfois la possibilité de vous retrouver devant un cas où la personne est à la fois objet de trafic et victime de la traite des personnes. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'instance va mettre en œuvre l'ensemble des dispositions, l'ensemble des droits qui sont garantis par la loi 2020-017. Et dans cette loi, elle prévoit, si vous voulez, un certain nombre de droits, à la fois pour les nationaux, mais aussi pour les étrangers qui sont résidents sur le territoire mauritanien. Et donc voilà, l'instance, si vous voulez, est à l'avant-garde pour concrétiser un peu tout ça. Je peux vous donner des exemples très précis. Par exemple, en matière de droit, l'instance a l'obligation, par exemple, de permettre à ce qu'il y ait une assistance juridique, par exemple judiciaire, pour les victimes. L'instance, elle doit assurer cette protection en accordant, si vous voulez, une aide d'ordre judiciaire pour les victimes. L'instance, par exemple, elle va offrir le droit à l'interprétation pour les victimes. Il y a des victimes qui ne comprennent pas les langues nationales ou qui comprennent une langue et pas une autre. Et donc, la victime a le droit à comprendre ce qui est en train d'être dit par rapport à son dossier, par rapport à la procédure au niveau judiciaire. Vous avez par exemple le droit pour les étrangers, par exemple, d'avoir un retour volontaire et digne chez eux. L'instance doit travailler à ce que tous ceux qui souhaitent rentrer chez eux et qui ont été victimes de la traite puissent rentrer de manière volontaire d'abord, parce que la personne elle a droit à 6 mois, à une période de réflexion de 6 mois renouvelable une fois, ce qui fait une année. Et il faut dire aussi que l'instance va bien sûr apporter un appui en matière de suivi de la situation des victimes. Par exemple, nous avons des relations très étroites avec les autorités judiciaires et sécuritaires, mais aussi avec les autorités consulaires. Vous parlez tout à l'heure nous parlons des droits des victimes, mais aussi, je parle globalement les droits de l'homme en Mauritanie. Est-ce que vous trouvez que il nous arrive qu'il y ait des victimes qui ne savent pas vraiment qu'ils sont en train de vivre ou d'être traitées en victime ou d'être traitées en esclaves, qui peut-être avec le temps, au fur et à mesure, se sont habituées à vivre une certaine vie, sans pour autant se rendre compte que vraiment elles sont victimes de certaines pratiques dont la loi ne permet pas justement ces pratiques-là. Donc c'est pour ça que je demandais tout à l'heure, est-ce qu'à l'intérieur du pays, il y a assez de sensibilisation, même à Nouakchott, assez de sensibilisation sur ces personnes-là? Vous trouvez que depuis que la Mauritanie a ratifié ses droits et a commencé un petit peu à sensibiliser et à instaurer cette journée du 6, est-ce que vous trouvez qu'il y a une avancée notoire sur les droits de l'homme ou toutes les questions qui concernent le droit de l'homme en Mauritanie? En fait, les avancées, elles sont certaines, elles sont là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une nécessité de renforcer davantage la sensibilisation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, les différentes formes de la traite des personnes ne sont pas très connues en Mauritanie. Vous savez, il y a des pays qui ont réussi. Pourquoi? Ils ont réussi parce qu'ils ont vulgarisé davantage. Ils ont même fait des discussions au niveau des quartiers, etc., pour expliquer à la population les dangers de ces crimes. Et comme vous le savez, la personne, si elle ne sait pas, par exemple, qu'en faisant travailler, par exemple, un enfant mineur chez
chez une famille, cela ne se fait pas, c'est interdit. Le travail des mineurs est interdit partout dans le monde. Hein. Et donc, ce serait bien que, en tout cas, ce que nous, au niveau de l'instance, nous allons faire, c'est de mettre à contribution la société civile, mais aussi les ulamas, les fuqaha, etc., pour conscientiser les populations sur les dangers que représentent ces crimes. C'est très important pour nous. Mais aussi en matière de migration, en matière de migration, si vous voulez, irrégulière, illicite. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent aller à l'étranger pour mieux vivre, mais ils ne savent pas les dangers que cela peut avoir. Et donc, nous avons l'obligation de mener des sensibilisations pour, si vous voulez, permettre à ce que les gens savent, connaissent un peu ces différentes formes de traite. Je vous donne un exemple très précis. Par exemple, la vente des organes. Si vous demandez à des Mauritaniens est-ce qu'il existe la vente des organes en Mauritanie, ils vous diront que ça n'existe pas. Moi, je dirais non. Bon, c'est ça. Bon, ça n'existe pas, mais ça n'existe pas. Bon, d'après les informations que nous avons une idée avec nos partenaires de savoir un peu quelles sont les différentes formes de traite par région. Nous n'avons pas de statistiques au niveau de l'instance. Nous sommes en train de mettre en place une base de données. Justement, c'est quelque chose de très important, une base de données sur les différents cas qui pourront avoir lieu en Mauritanie. C'est-à-dire que nous aurons une base de données alimentée par un certain nombre de partenaires, notamment au niveau sécuritaire, judiciaire, au niveau de la société civile, pour avoir des statistiques bien précises sur les cas de la traite, les cas d'esclavage qui existent un peu partout, hein, s'ils existent. Et donc, je crois que c'est une bonne chose. Le décret de l'instance le prévoit. L'instance a l'obligation de mettre en place, de créer, si vous voulez, une base de données sur les cas des victimes à la fois de l'esclavage, de la traite des personnes, mais aussi du trafic des migrants. Et donc, je crois que c'est un élément très important qu'il y a lieu de signaler, que le gouvernement a l'intention de mettre en place cette base de données, et que le gouvernement a l'intention aussi à la fois de sensibiliser, mais aussi de réprimer toutes les pratiques esclavagistes et toutes les pratiques relatives aux différentes formes de la traite de personnes. En retour, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que les pratiques esclavagistes traitent des personnes, etc. C'est vraiment des pratiques transfrontalières. Alors, est-ce qu'en retour, les personnes, les Mauritaniens qui pourraient être victimes de ces pratiques hors de nos frontières, est-ce que l'instance aussi a déjà ce volet-là de protection justement des Mauritaniens, que ce soit ici à Nouakchott, en Mauritanie, je veux dire, ou à l'extérieur? En fait, la mission de l'instance, c'est de lutter contre le trafic des migrants. Donc, quand on dit lutter contre le trafic des migrants, ça concerne à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui viennent chez nous pour s'installer ou pour aller ailleurs. Généralement, c'est pour aller ailleurs. Mais ceci, ça concerne aussi les Mauritaniens qui vont ailleurs. Hein. Quand je vous ai dit que nous assurons un suivi des dossiers des victimes auprès des autorités consulaires, ça veut dire à la fois les Mauritaniens qui sont dans des pays étrangers, mais aussi les Mauritaniens qui sont chez nous et qui disposent de services consulaires au niveau du pays. Donc, l'instance est concernée un peu par toute cette problématique. Mais nous sommes encore au début. Nous sommes en train de réfléchir un peu pour avoir une action très concrète en la matière. Quand vous parlez de l'instauration justement de numéros verts, cela fait partie, je présume déjà de justement cette feuille de route, l'installation de ce numéro vert qui sera peut-être accessible à tout le monde, et la sensibilisation et la communication dans ce domaine. Oui, tout à fait. Ce sont des aspects très importants sur lesquels nous sommes en train de travailler et pour lesquels nous allons bien sûr engager des actions. Je tiens aussi à rappeler que le fonds d'aide et d'assistance aux victimes est quelque chose de très important pour nous, pour le gouvernement. C'est un fonds donc qui va permettre d'activer et de permettre la prise en charge des victimes, aussi bien dans le cadre des affaires qui sont pendantes devant la justice, mais aussi des victimes qui peuvent, via les ONG, se présenter à l'instance pour demander une assistance. Justement, quand vous parlez de fonds, comment justement ce fonds est mis en place justement pour l'aide des victimes et lutter contre ces pratiques? Comment ce fonds est mis en place? C'est un fonds strictement du gouvernement, des partenaires? Comment cela est mis en place? Bon, ce fonds, pour le moment, il est doté d'un budget inscrit sur le budget de l'État. C'est l'État qui a mis à la disposition de l'instance un budget pour ce fonds.
Mais nous pensons bien sûr avoir d'autres ressources additionnelles en partenariat avec nos partenaires. L'instance a plusieurs sources de financement. La première source de financement est bien sûr le budget de l'État. C'est une institution de l'État et donc l'État l'a doté d'un budget conséquent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'instance peut bénéficier de subventions de la part des partenaires de développement. Nous avons déjà un projet d'appui qui est en train d'être mis en place avec un de nos partenaires privilégiés qui est l'Organisation internationale pour l'immigration, l'UIM. Mais nous comptons bien sûr avoir d'autres ressources additionnelles pour ce fonds qui est en réalité, si vous voulez, quelque chose de très important au niveau de l'instance, ce fonds, parce que la protection des victimes nécessite des moyens. Si on veut venir en aide à une victime, il faut qu'on lui donne les moyens de pouvoir s'en sortir et de pouvoir recouvrir ses droits. Et donc, je crois que nous allons travailler avec nos partenaires pour, bien sûr, faire en sorte que ce fonds soit mieux doté, même s'il est bien doté déjà par le gouvernement. Quand nous parlons justement des fonds et des moyens dont dispose de l'instance aujourd'hui pour faire face aussi, pour défendre les victimes et condamner les coupables, comme on dit, quels sont les outils davantage mis en place pour aujourd'hui accompagner cette instance? Nous avons déjà parlé des lois qui accompagnent justement cette instance, mais est-ce que nous pensons à renforcer l'arsenal juridique de ce côté, renforcement aussi de fonds, nous en parlions tout à l'heure, et renforcement aussi des moyens qu'on pourrait donner justement à cette instance et à toutes les autres instances aujourd'hui qui luttent contre ces pratiques-là? Bon, pour ce qui est des outils, je tiens d'abord à préciser qu'en plus du fonds, mais aussi du numéro vert, il faut souligner l'importance du mécanisme national de référencement. Le mécanisme national de référencement est un cadre de coopération qui permet aux représentants de l'État de pouvoir remplir leurs obligations en matière de protection et de promotion des droits des victimes. Et c'est bien sûr en concertation et en partenariat avec la société civile et avec les partenaires internationaux. Ce mécanisme va permettre à la fois de pouvoir identifier, d'orienter et de prendre en charge les victimes. C'est très important. Ce mécanisme sera opérationnel incessamment et donc il va permettre, si vous voulez, d'instaurer une dynamique qui permettra de pouvoir identifier les victimes, mais aussi de pouvoir les orienter vers les services de prise en charge. Vous savez qu'il y a beaucoup de services de prise en charge, à la fois au niveau des institutions publiques. Vous avez le CIPIS, par exemple, qui est un centre destiné aux enfants, mais vous avez d'autres... Le CIPIS qui est sous la tutelle du MASEF. Du MASEF. Qui concerne les enfants, mais il n'y a pas que les CIPIS, il y a d'autres centres, surtout avec les partenaires internationaux, notamment l'OIM, mais aussi d'autres ONG internationales, etc., et ONG nationales. Et donc, nous comptons, si vous voulez, à travers ce mécanisme, permettre à ce que les victimes soient orientées vers ces centres d'accueil, d'hébergement, etc. C'est-à-dire que l'instance travaille à travers ce mécanisme pour permettre une orientation et une prise en charge des victimes, quelle que soit la nature de cette prise en charge. C'est-à-dire tout ce qui est prévu par la loi 2020-017. Parlons également du soutien, justement, pour revenir aussi du soutien de cette instance aux victimes et également l'implication ou peut-être l'appel que vous pouvez faire ou que vous avez déjà fait justement à la société civile, à ces associations, à ces ONG aujourd'hui qui travaillent dans ce secteur-là et qui sont sans doute très très expérimentés dans ce domaine et qui savent peut-être reconnaître quel contrée est beaucoup plus impacté que tel autre et aussi quelle personne est plus impactée que telle autre parce que c'est des personnes ou c'est des gens qui sont le plus souvent à l'intérieur du pays qui travaillent dans ce domaine-là. Oui, bon, je l'ai déjà dit, la société civile joue un rôle central dans notre action. C'est un partenaire privilégié pour nous. Je l'ai dit ce matin à l'occasion de la commémoration, quand j'ai fait une présentation de l'instance devant justement les organisations de la société civile. La société civile est un acteur essentiel pour nous. Et nous ne pouvons pas gagner la bataille, comme on dit, si on n'a pas à nos côtés la société civile. Et donc, vous constatez avec moi que depuis 2020, la société civile est devenue un acteur dynamique, un partenaire très dynamique pour le gouvernement. Nous n'avons plus
de plusieurs sociétés civiles. Nous n'avons qu'une société civile nationale et donc nous comptons bien sûr sur son rôle afin de pouvoir combattre davantage toutes les formes de combattre si vous voulez, l'esclavage et toutes les formes de la traite de personnes en Mauritanie. Ce sont nos partenaires, nous allons travailler ensemble et nous allons, si Dieu le veut, Inch'Allah, combattre avec toute la vigueur qu'il faut, toutes les pratiques esclavagistes et tous les crimes liés à la traite de personnes. Parce que le volet du droit de l'homme fait partie intégrante du programme du président de la République. Donc, oui, bien sûr. La lutte contre le crime organisé est bien sûr une des priorités inscrites dans le programme du président de la République. Ce programme est d'ailleurs jalonné d'engagement en faveur des droits de l'homme. Il y va à la fois de la consolidation de l'état de droit, en passant par la mise en place d'une justice de proximité, une justice pour tous, et bien sûr le combat contre le crime. Et quand on dit crime, on pense d'abord à l'esclavage, mais aussi à toutes les formes de la traite de personnes. Donc tout ce que nous sommes en train de faire entre dans le cadre des engagements souscrits par son Excellence le Président de la République dans son programme Ta'ahoudat. Donc je tiens aussi à féliciter bien sûr le gouvernement, son Excellence le Premier ministre, qui, à travers le comité interministériel, parce que je ne sais pas si vous le savez, il y a un comité interministériel présidé par le Premier ministre qui s'occupe des questions de la traite des personnes. C'est très important. Et nos partenaires, d'ailleurs, se réjouissent de cela. Et je crois que ce comité interministériel joue un rôle très important en matière d'orientation et de mise en place des stratégies et des programmes que nous, au niveau de l'instance, nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est très important que les gens sachent qu'il y a une volonté réelle au plus haut niveau de l'État pour combattre ces différents crimes. C'est très important. Quel est le message fort aujourd'hui que vous adresserez justement à la population aujourd'hui pour montrer que vous êtes là déjà pour les défendre, pour les victimes vous êtes là pour les défendre et pour les potentiels coupables que vous êtes là comme disons des garde-fous pour ne pas justement transgresser toutes ces règles-là et tout? En tout cas, le message que je voudrais faire ce soir, c'est d'abord de me réjouir du fait que notre pays commémore une journée comme celle-là, qui est la journée de lutte contre les pratiques esclavagistes. C'est très important. Comme je l'ai déjà dit, il n'existe aucune société humaine où il n'y a pas de l'esclavage, où il n'y a pas de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et donc nous nous réjouissons du fait que notre pays a une journée comme celle-là. Déjà, c'est quelque chose de très important. Et nous disons à travers cette journée à toutes les populations de faire très attention parce que l'exploitation, elle est là, le danger, il est là. Et donc, nous allons à travers la sensibilisation, à travers les campagnes de sensibilisation et les caravanes, sensibiliser nos populations. Mais nous mettons en garde aussi les criminels, ceux qui pensent qu'aujourd'hui en Mauritanie, on peut continuer à pratiquer de l'esclavage ou à pratiquer toute forme de traite à personne. Ce n'est plus possible, c'est un crime contre l'humanité. Le gouvernement est là pour combattre à la fois l'esclavage et différentes formes de la traite de personnes en Mauritanie. Donc il n'est plus question du tout de nier certaines pratiques et de tout faire pour les combattre. Oui, eh bien, merci beaucoup, Monsieur Chertourad Abdelmalek. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'instance nationale lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Okay, merci à vous, merci beaucoup. Et voilà, chers téléspectateurs, c'était votre émission Zoom Sur. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et très bonne suite de programme sur El Mauritania.